Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 29 juin 2025. Aujourd'hui, oui, je sais que c'est le quatrième Web Journal qu'on fait sur l'Iran, le conflit avec Israël, etc. Mais c'est important de le faire parce que, encore une fois, je le dis souvent dans les Web Journaux de Radio-Québec, on prend des cas particuliers et après ça, on est capable d'extrapoler et de comprendre le fondement de la politique de Donald Trump. Donc, c'est pas nécessairement, encore une fois, il y a un certain nombre de trucs qu'on va être capable de placer dans ce web journal-ci. On va faire un bilan et une analyse de ce qui s'est passé et on va être capable de mettre de côté, une fois pour toutes, certaines hypothèses, notamment Trump contrôlé par l'État profond, Israël ou l'État profond, Trump va en guerre, etc. Mais donc, c'est ça. On va être capable de mettre de l'avant d'écarter un certain nombre d'hypothèses, de voir plus clairement ce qui se passe. On va revenir sur certains des trucs que j'ai expliqués durant les web journaux précédents. Ça va nous donner un peu d'acuité militaire, notamment avec ces généraux iraniens qui reviennent à la vie, les morts vivants en Iran. Et donc, donnez-moi en premier lieu, je suis incroyablement nerveux, je ne sais pas pourquoi, parce que les derniers web journaux ont fait comme plus de 300 000 vues chacun sur Twitter, les deux derniers sur l'Iran, là. Et donc, j'ai comme l'impression qu'on me cite un peu partout et je suis sous attaque aussi. Il y a comme plein de trolls qui ont repris du service, où ce qu'on met genre des coupures de mes anciens web journaux, un 10 secondes ici et là, pris hors contexte. Et donc, c'est comme si, avec ce qui s'est passé, la frappe finalement a comme sauvé le régime iranien. C'était exactement ce qui s'est passé. Comme je l'avais annoncé, donc ma crédibilité la crédibilité de Radio-Québec est en hausse et les attaques aussi sont en hausse. Et je vais en reparler un petit peu plus tard de ça. Donc, on sort souvent un clip où est-ce que je dis qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Et donc, mais je vais en reparler alors que je parlais du fait que les États-Unis n'entreront pas en guerre en Ukraine. Okay? Mais c'est toujours ça qu'on fait. On passe un petit 10 secondes. Mais c'est ça, on a vu une montée des attaques et tout. Et il n'y a pas juste de l'analyse politique, hein. Dans une guerre de l'information, il y a aussi, tu sais, c'est un match de boxe et on prend des coups, on en donne et voilà. Donc, on va parler d'un certain nombre de choses aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi quand Trump a tweeté en début de semaine qu'il voulait un changement de régime en Iran. Là, il y en a plusieurs qui ont dû se dire, Alexis va avoir tort. Et finalement, finalement, c'est ça. Le lendemain, il dit finalement qu'il ne veut pas de changement de régime. Et pourquoi j'ai finalement jamais été, comment je pourrais dire, préoccupé par ce tweet de Donald Trump parce qu'on le suit depuis 10 ans à quasiment, je veux dire, à temps plein, depuis 2015, depuis qu'il a descendu l'escalier là, avant de pour se présenter à la présidence. On le suit à temps plein, on connaît un peu le bonhomme. Et ces déclarations comme ça, des déclarations comme je veux un changement de régime en Iran ne cadrent pas du tout avec son style, sa politique, etc. Si les gens avaient bien suivi, ils l'auraient compris. Donc, je vais expliquer un petit peu comment. Je vais revenir sur ça. C'est avec la profondeur de l'analyse qu'on peut, quand tu vois la personne agir sur des années et des années, que tu peux finalement comprendre qu'est-ce qui est à prendre et qu'est-ce qui est à laisser dans ce que dit Donald Trump. Parce qu'il il y a des choses, c'est compliqué. Hein? Plusieurs personnes le remarquent, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir exactement sur quel pied, et c'est voulu, hein, sur quel pied danser avec Donald Trump. Parce qu'il dit souvent une chose et son contraire, mais ce sont les actions qui comptent. Je l'ai déjà expliqué ça. Et donc, Trump sauve, c'est ça. Donc, ça, c'est un des trucs qu'on va faire. On va modifier un peu notre analyse aussi dans les derniers web journaux sur l'Iran. On était sur une ligne, oui, on modifie avec comment je pourrais dire, on modifie notre analyse avec des nouvelles données. Et là, on va modifier un peu notre analyse sur certains points. Disons que ça va évoluer. Et après, on va parler finalement de Trump qui sauve Netanyahou. Netanyahou, il y a des procès. Trump s'est impliqué là-dedans, a tweeté que c'était injuste et puis sauve Netanyahou. On va voir finalement qui tient qui. Hein?
Trump sauve Netanyahou. Qui tient qui? Est-ce que c'est Netanyahou qui tient Trump ou c'est Trump qui tient Netanyahou? Alors que Netanyahou, son gouvernement souhaitait un changement de régime en Iran, et ça a été défendu bec et ongle par ouais, on pourrait dire les faucons israélo-américains aux États-Unis dans le camp MAGA, là, Levin et Ben Shapiro, etc. Alors que ces gens-là souhaitaient un changement de régime et mettaient beaucoup de pression pour que Trump embarque dans un régime de frappe aérienne en vue d'un changement de régime afin d'installer l'ancien, en fait, l'héritier du trône d'Iran, etc. Il y a eu beaucoup de battages médiatiques autour du changement de régime. Finalement, Trump n'est pas embarqué là-dedans. Et c'est ça. Donc, c'était la volonté du gouvernement Netanyahou. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Netanyahou s'est couché. Il y a eu la frappe contre l'Iran. Trump a dit c'est terminé. Et il n'y a pas eu de réplique. Il y a eu des pou-pou-pou, des petites répliques un petit peu à gauche et à droite, là, un petit missile ici, un petit missile là. Et finalement, c'est terminé. C'est essentiellement terminé. Et est-ce que on dit que je suis figé? Est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai de la bande passante? Mais tout ça pour dire que c'est ça, là j'ai perdu, quand on me dit que j'ai un problème technique, généralement ça fige, là, c'est moi qui fige. Mais tout ça pour dire que c'est Trump finalement qui tient Netanyahou. Tout est OK, 5 sur 5. OK. C'est Trump qui tient Netanyahou. Et les gens disaient, quand je disais qu'en début de semaine sur Twitter, quand je disais il va y avoir un cessez-le-feu, il y a un cessez-le-feu, etc., je tweetais là-dessus et je disais que c'est bon. Trump avait annoncé la paix. S'il annonce comme ça, il ne perdra jamais la face. Trump ne perdrait jamais la face. N'irait pas annoncer une paix, ben, je veux dire, un cessez-le-feu, puis une paix, le monde, il dit le monde, congratulations world, it's now time for peace, le temps de la paix est arrivé, etc. Il n'aurait jamais annoncé une guerre de 12 jours, il avait mis un terme, c'était terminé, il n'aurait jamais annoncé ça. Je l'ai souvent expliqué, avec Trump, les choses sont toujours ficelées d'avance. Et donc, il n'aurait jamais annoncé ça si ce n'était pas réglé avec Israël. Il n'aurait jamais permis à Netanyahou de lui faire perdre la face. Et les gens disaient, beaucoup sur Twitter, disaient Netanyahou n'acceptera jamais, Netanyahou est un psychopathe, nous verrons Alexis, etc., etc. Et finalement, Netanyahou a été tenu en laisse et il ne s'est rien passé. Et donc, ça pose la question qui tient qui? Et ça fait beaucoup de bruit, ça, sur les réseaux sociaux. Qui tient qui? Est-ce que Netanyahou tient Trump ou c'est Trump qui tient Netanyahou? On va voir que c'est Trump qui tient Netanyahou et non l'inverse. Aussi, il y a toute la question aux États-Unis de ce gigantesque débat au sujet d'Israël, la politique américaine vis-à-vis d'Israël, etc., la décolonisation en cours, tout le camp MAGA, Steve Bannon, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, etc., sont tous en train de faire tomber des vérités énormes. Bannon qui a demandé un changement de régime en Israël. Marjorie Taylor Greene qui a essentiellement laissé entendre, qui a affirmé en fait ou laissé entendre qu'Israël était derrière l'assassinat de JFK, John F. Kennedy. Matt Gaetz qui parlait du programme nucléaire iranien, etc., etc. Et donc, tout ça participe de ce que j'ai expliqué un peu plus dans un autre web journal quand il y avait la rencontre Ted Cruz et Tucker Carlson, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise et Trump laisse faire. Hein. Trump ne critique pas, Trump les laisse parler et puis il n'y a pas ne reprend jamais personne, etc. Et donc, il y a cette espèce de Israël est comme un peu mis dans une boîte aux États-Unis. Les appuis d'Israël aux États-Unis s'effritent. C'est pas, il n'y a plus de contrôle comme c'était le cas il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Ce n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le même environnement. Et tout ça, c'est un gros, comment je pourrais dire, c'est une grosse réalité. Qui donc, Trump sauve le régime iranien, allons-y comme ça. Je vais, finalement, ça gèle souvent. OK. De toute façon, je ne peux rien faire pour ça pour l'instant. Je vais essayer de revérifier ma connexion éventuellement. C'est peut-être mon nouvel appartement. Donc, Trump qui disait en début de semaine, c'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais le régime iranien présentement est incapable de make Iran great again, rendre sa grandeur à l'Iran. Alors, pourquoi il n'y aurait pas de changement de régime?
Et Trump utilise souvent ce ton belliqueux-là. Je l'ai expliqué dans les web journaux précédents. Il dit on sait exactement où se tient l'ayatollah, mais nous avons décidé de ne pas le frapper, etc. Et beaucoup de personnes se disaient, en suivant les messages de Q, Q qui disait, c'est en 2018, le 19 juin 2018, il y a exactement 7 ans, changement de régime en Iran. Free Iran, fight, 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 regime change, etc., etc. Mais encore une fois, c'est comme les déclarations de Donald Trump, les messages de Q sont sujets à interprétation et ce message-là de Q ne cadre pas avec la politique générale de Donald Trump. Et donc, c'est encore une fois, c'est le genre de tweet qui est, quand ils disent quand Q dit la désinformation est nécessaire, c'est ce genre de tweet-là. Ici, c'est pour donner l'impression que Trump allait en Iran, allait attaquer l'Iran. Et il a donné à plusieurs reprises cette impression-là qu'il allait frapper l'Iran, qu'il allait y avoir un changement de régime, notamment quand il a engagé John Bolton, qui est un faucon, un néoconservateur, comme conseiller à la sécurité nationale, juste avant, en 2019, alors qu'il y avait des problèmes avec l'Iran. Tout le monde disait, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Et finalement, il ne s'est rien passé. Il a juste écarté John Bolton et il a continué les négociations de paix avec l'Iran. Même chose récemment, je pense qu'il a engagé un binational américano-israélien pour traiter avec l'Iran. Et c'est encore une fois, Pierre Hillard disait, là, voilà, c'est la preuve, je pense sur GPTV, il disait, c'est la preuve que Trump est belliqueux envers l'Iran, et finalement, il ne s'est rien passé. Et là, dans l'avion, le lendemain, il dit qu'il ne veut pas de changement de régime, et je vais vous expliquer pourquoi. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. Donc, des bons mots pour l'Iran. Ils ont beaucoup de pétrole, ils sont bons dans le commerce, etc. Et le truc, c'est que pourquoi Trump n'a jamais voulu de changement de régime, c'est parce qu'en 2019, je l'ai expliqué ad nauseam dans plusieurs web journaux, Trump a eu un casus belli avec l'Iran. À plusieurs reprises, il a eu des casus belli pour entrer en conflit contre l'Iran et il ne l'a jamais fait. Il y a eu la question alors que les Japonais, le premier ministre japonais était allé négocier avec l'Iran, un pétrolier japonais avait été attaqué dans le Golfe Persique. On accusait l'Iran. Il y a eu la raffinerie saoudienne qui a été attaquée avec des drones. On accusait l'Iran. Il y a eu ce drone américain qui a été abattu au-dessus du Golfe Persique. Les Iraniens disent au-dessus de leur espace aérien. Encore une fois, on accusait l'Iran. À ce moment-là, quand le drone a été envoyé, Trump a envoyé les bombardiers, les B-2, et il allait avoir une frappe. Et seulement 10 minutes avant le lancement des missiles, Trump a pris le téléphone et a appelé les pilotes directement et leur demandant de faire demi-tour. Après ça, il y a eu la frappe lorsque cet avion, là, c'était au début 2020, après Soleimani, lorsque un avion avec des scientifiques ukrainiens, etc., avait été abattu au-dessus de Téhéran. Hein? Et là, on accusait encore une fois le régime iranien. Trump avait utilisé un langage diplomatique extrêmement calmant avec l'Iran. Et à chaque fois que Trump a eu affaire avec l'Iran, il a toujours été extrêmement respectueux, doux, etc. C'est pas le genre de truc c'est pas le genre de truc qu'on voit avec quelqu'un qui veut un changement de régime, à moins que ce soit le pire hypocrite de la planète, ce qui n'est pas le cas de Trump. Il y avait aussi, rappelez-vous, ce que je pense être le transfert d'une liste, l'Iran qui dit, OK, si vous voulez négocier, montrez-nous que vous êtes de bonne foi, et donnez-nous la liste de vos agents de la CIA en Iran. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est ce que Trump avait fait. L'Iran affirme avoir capturé 17 espions de la CIA en condamnant certains à mort. 17 espions de la CIA. Je pense que Trump avait fait une preuve de bonne foi en donnant une liste des agents de la CIA en Iran. Et il y a eu après ça tout le truc de Soleimani où est-ce que je pense qu'ils se sont entendus pour le retrait de Soleimani
Et quand l'Iran a rappliqué, j'ai montré plusieurs fois la vidéo, et ils ont appelé littéralement Donald Trump en disant « Ne vous inquiétez pas, on va frapper une base, il n'y aura pas de... » Et donc, le ton des discussions avec l'Iran, et c'est la même chose récemment, quand l'Iran a rappliqué après la frappe américaine, ils ont averti les Américains avaient évacué la base, etc. Et donc, il y a cette espèce de énormément de courtoisie entre l'Iran et les États-Unis, et ça dure depuis très, très, très longtemps. Trump veut, comme je l'ai expliqué la dernière fois, un accord et non pas un changement de régime. Et il y a aussi toute la question il n'y a pas de changement de régime non plus sans troupes au sol, et la base de Donald Trump qui ne veut pas de guerre en Iran, ça aurait créé une fracture à l'intérieur du mouvement MAGA. Et là, quand on voit après ça que l'Iran joue le même jeu que Donald Trump, Trump dit, il y a beaucoup de personnes qui disent non, il n'y a pas eu de dommages, les installations sont presque intactes, etc. Trump dit nous avons tout détruit. Et les Iraniens qui disent nous avons tout, c'est tout détruit. Iranian Foreign Minister refutes fake news. Our nuclear installations have been badly damaged. Ça a été gravement endommagé, etc. Et donc, tu vois que les deux sont sur la même longueur d'onde, et c'est pour ça que malgré le post, la publication de Q parlant de changement de régime, en Iran, je pense, j'ai toujours su que c'était un leurre parce que ça n'a jamais été le fil conducteur de la politique étrangère de Donald Trump en Iran. Jamais, 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 jamais. Il a toujours été très courtois, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de mort de Soleimani. Je ne pense pas que Soleimani est mort pour plusieurs raisons. Encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus parce que les Américains qui négociaient de bonne foi avec l'Iran, qui montraient toutes les preuves de leur bonne volonté, etc., comme je viens d'expliquer, n'auraient jamais fait une frappe comme s'ils avaient voulu réellement éliminer Soleimani. Son avion se serait écrasé à quelque part dans le désert où ça aurait été anonyme. Mais alors qu'il avait un laissez-passer pour atterrir à Bagdad, contrôlé par les Américains, faire une frappe dans un endroit contrôlé par les Américains alors qu'il avait eu un laissez-passer, puis qu'il s'entendait bien avec les Américains, etc. Ça aurait été une bourde incroyable en termes de relations internationales. La Russie tout le monde aurait vu que les États-Unis ne respectent pas leurs paroles, ne respectent pas leurs documents, que les États-Unis ne sont pas fiables. Or, Trump ne fait pas ce. Trump veut justement redonner aux États-Unis leur crédibilité, etc. Et c'est quelque chose qui ne se ferait pas en relations internationales pour énormément. Mais j'ai tout expliqué ça. OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est fort probablement comme je l'ai expliqué, comme Thierry Messant aussi l'a suggéré, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente entre l'Iran et les États-Unis. Et comme à l'époque, je disais, ça va mener à un traité de paix. On retire un problème sur l'échiquier. Là, on retire comme un des principaux belligérants sur l'échiquier géopolitique de la région. Soleimani qui était partout. Hein. Il était en Syrie, il était comme dans toute la région. Il organisait la résistance face à Israël, etc. Et donc, tu retires un élément, une figure problématique, et 3 semaines après, ils ont commencé à justement signer les accords d'Abraham, etc., comme je l'avais annoncé. Mais c'est compliqué, je veux pas, mais tout ça pour dire qu'il y a, depuis le tout début, énormément de retenue entre Trump et l'Iran, et que ce n'était pas du tout... on ne sentait pas du tout la logique de changement de régime, et qu'il y avait plutôt du tape à l'œil. Par exemple, comme lorsque j'ai dit justement qu'il y avait mis John Bolton en avant. Est-ce qu'on peut avoir une image de John Bolton, s'il vous plaît, la régie? John Bolton, qui est un faucon, qui est toujours prêt à attaquer, etc. John Bolton, qui faisait partie du Project for a New American Century. Quand Trump a mis John Bolton là, c'était pour signaler qu'il allait attaquer l'Iran. Et il l'a finalement jamais attaqué, il a retiré John Bolton. Et donc, il y a cette espèce de faire croire que, exactement comme le message de Q, faire croire que, alors que Trump est très courtois avec l'Iran. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de changement de régime. Maintenant, il y a aussi le fait que Trump, depuis très, 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 très longtemps, ça aurait été une guerre majeure. Un changement de régime, ça aurait été une tâche énorme sur la présidence de Donald Trump, sur son bilan en tant que faiseur de paix. Et il a annoncé qu'il voulait, rappelez-vous, il a annoncé à plusieurs reprises qu'il voulait être un faiseur de paix. Rappelez-vous ce que Tulsi Gabbard a dit lors de son assermentation. You wanted to be remembered as a peacemaker. J'ai expliqué tout ça aussi. Depuis longtemps, la logique de Trump, c'est une logique de... Trump veut le prix Nobel de la paix, etc. Il a d'ailleurs été nommé par le Pakistan
pour le prix Nobel de la paix, saluant son talent d'homme d'État exceptionnel. Il y a le Rwanda et le Congo qui signent un traité de paix négocié par les États-Unis. Vous voyez, paix, 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 paix partout. Hein, c'est ça le logiciel de Trump. Trump annonce que les États-Unis tiendront des négociations nucléaires avec l'Iran la semaine prochaine. Voilà, Trump affirme qu'un cessez-le-feu avec Gaza est possible d'ici une semaine. Ça, c'était ce matin. Hein? Donc, ça, à la Maison-Blanche, il a reçu des représentants du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Trump aspire à devenir un artisan de la paix mondiale et à négocier une trêve en Afrique. C'est partout comme ça. Et j'expliquais tout ça. Tu vois, j'expliquais tout ça déjà en 2019. Je vous montre le clip. Je sais que ça fait un peu redondant de toujours montrer des clips, mais c'est parce que c'est toujours la même logique avec Trump. On nous présentait Trump comme celui qui allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et finalement, c'est Trump qui s'est joué des médias. C'est Trump qui s'est joué de l'État profond. Et là, je vois pas comment il va... Exactement comme cette fois-ci, on annonçait que Trump allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais c'est Trump qui s'est joué des médias, Trump qui s'est joué de l'État profond, Trump qui s'est joué de Netanyahou. Possible, dans les mois qui suivent, de ne pas lui donner le prix Nobel de la paix. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est ma ligne depuis 2019. Et vous voyez, là, c'est en Afrique, c'est au Pakistan, il essaie de négocier quelque chose en Ukraine. Je pense que ça va arriver à la fin de l'été, peut-être, parce que les Russes veulent sont en avantage sur le terrain et ils auront une offensive d'été. Mais même chose avec Israël. Là, c'est Israël-Iran. Il veut négocier avec Gaza, les accords d'Abraham, etc. Tu vois que son héritage, son legs à l'humanité, c'est la paix, c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Donc, contrairement à Pierre Jovanovic, ici, incroyable, il déclenche la Troisième Guerre mondiale pour faire plaisir à Netanyahou. C'est clair qu'ils le tiennent. C'est clair qu'ils le tiennent. Et là, j'explique, j'ai répliqué à Pierre Jovanovic, il met fin à la guerre avec un tweet, c'est maintenant le temps de la paix, du jamais vu. Et donc, Trump n'aurait jamais tweeté ça, c'est le temps de la paix, etc., si ça n'avait pas été ficelé et déjà réglé avec Netanyahou. Donc, on n'est pas sur les web journaux sont gratuits. Je suggère aux gens d'écouter les web journaux. C'est salutaire, ça permet de ne pas faire des erreurs. Certains le font, certains ne le font pas. Ici, Scott Ritter aussi, qui est toujours très prompt à critiquer l'administration Trump, dit finalement, admet lui aussi finalement, Trump a un cerveau dans sa tête et c'est un homme d'affaires. Donc, vous savez, il a parlé en termes de grands accords dans le passé. Beaucoup des obstacles qui auraient empêché un tel accord ont été brisés. Hein, puis là, mais lui, il dit finalement que c'est à cause du pétrole. Il ne veut pas que le pétrole augmente. C'est pour ça qu'il voulait la paix, etc. Pas nécessairement pour la paix elle-même au Moyen-Orient, mais surtout pour le pétrole. Il y a Youssef Indy ici, très intéressant. Le lendemain de l'attaque, le jour du dernier web journal, il dit donc après avoir violé le droit international cette nuit en frappant son territoire, donc J.D. Vance a parlé, gêné des négociations avec l'Iran après avoir violé le droit international en frappant son territoire. Plus aucun État souverain ne prendra Real Donald Trump au sérieux dans les négociations. The negotiator est discrédité, disait-il. J'y reviendrai. Et là, le surlendemain, peut-être après avoir écouté le web journal de Radio-Québec, on a un beau 180 ici. Voilà, la pièce de théâtre trumpienne est terminée. Pour ceux qui n'y comprennent toujours rien, je vais expliquer une énième fois la méthode Trump pour éviter la guerre. Tout en faisant croire qu'elle est imminente. Ouh! Alors ça, c'est comment on pourrait dire, c'est la haute voltige en termes de rattrapage. Mais c'est un bon garçon, Youssef Indy. Je ne crois pas qu'il est de mauvaise foi. C'est quand même, quand on parle les deux tweets, c'est quand je ne sais pas exactement. En tout cas, j'écoute pas ses émissions. C'est peut-être différent dans les émissions. Peut-être que ça fait longtemps qu'il parle de la pièce de théâtre trumpienne, mais c'est la seule chose que je vais lui suggérer, puisqu'il m'avait taclé indirectement au sujet de Soleimani, c'est que s'il s'agit d'une pièce de théâtre ici avec l'Iran, Youssef, convenu avec l'Iran, faire semblant de la guerre, etc., est-ce que ça ne pourrait pas aussi s'appliquer au cas de Soleimani? Hein?
Surtout que cette façon de faire des Iraniens en prétendant que certains généraux sont morts alors qu'ils ne sont pas morts, ce n'est pas nouveau, on va y revenir. En tout cas, ça c'est pour Youssef Indy. Il y a Pierre Hillard qui lui aussi disait ici, Trump s'est servi des négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Il faisait semblant de négocier avec l'Iran, là, comme d'une couverture pour donner l'illusion aux Iraniens qu'une porte de sortie était possible, selon le Wall Street Journal, permettant à Israël une attaque surprise. Trump contrôlé par l'État profond, les Lubavitch, etc. Attaque des militaires des USA sur l'Iran. L'AIPAC a imposé ses vues. Trump est sous contrôle. L'AIPAC a imposé ses vues. Puis là, après ça, quand on voit le résultat et tout le monde qui... selon les services de renseignement américains, les frappes n'ont pas détruit les infrastructures nucléaires iraniennes. Il y a un rapport qui a coulé, où est-ce que c'est... Et finalement, attaque sur l'Iran, sur le Qatar, mais administration Trump prévenue à l'avance par l'Iran, etc. Donc, finalement, Pierre... c'est bien beau de juste retweeter comme un fil de presse sur ton... Mais est-ce que tu vas en tirer les conclusions? C'est-à-dire que si finalement Trump n'a pas détruit le nucléaire iranien, que c'était juste comme que du tape à l'œil, est-ce que tu penses toujours qu'il est contrôlé par l'AIPAC, etc.? Est-ce que tu penses qu'il a été comme contraint de... Est-ce qu'il a fait le jeu de l'AIPAC? Parce que j'ai toujours montré, j'ai expliqué à plusieurs reprises dans plusieurs webjournaux. Je lui ai répondu... Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Ah. Dans plusieurs webjournaux l'été dernier, voilà ici, dans Trump compromis, Trump la genèse 101, la genèse, et Trump 102, l'opération, à quel point, de quelle façon Trump n'avait rien à voir avec l'AIPAC, ne faisait pas leur jeu, indépendamment de si l'AIPAC donnait de l'argent, finalement, Trump n'attaquait pas l'Iran, etc. J'ai expliqué tout ça, mais bon, en tout cas, je veux dire, c'est que j'ai fait comme 4 heures là-dessus, point par point, avec une démonstration complète. Mais, donc, finalement, c'est ça, il n'y a pas eu d'attaque sur l'Iran. Et Trump a essentiellement sauvé le régime. Donc ça, c'est pour les réactions. Il y a eu une réaction intéressante de Thierry Messant qui est pas mal sur la bonne ligne sur Trump. On va remercier Idriss Aberkane qui nous a mentionné à 2-3 reprises qui nous a donné un certain crédit, et Sylvain Ferreira aussi. Et je vous montre, avant de passer à BHL, je vous montre ce que Thierry Messant avait à dire sur les frappes américaines et les négociations avec l'Iran, les négociations de Trump avec l'Iran lors de son passage à GPTV. La table est d'obliger à la fois l'Iran, mais surtout Israël, à arrêter l'un et l'autre leurs actions militaires. Donc l'Iran, mais surtout Israël. Il a forcé Israël à arrêter son attaque militaire. On s'entend, il a forcé Israël à arrêter son attaque militaire. Faut bien comprendre que Benjamin Netanyahou essaye depuis une vingtaine d'années de détruire l'Iran avec des justifications successives et contradictoires. Ça va continuer, même si nous voyons bien que Donald Trump essaye de son côté de ramener Netanyahou à quelque chose de raisonnable. Vous savez, Netanyahou aurait dû être renversé 2 fois dans les dernières semaines, mais les 2 fois, il y a eu des votes inexpliqués à la Knesset et il n'a pas été renversé. Je pense que c'est l'ambassadeur. Donc, merde, il dit, je pense que c'est l'ambassadeur. J'ai coupé juste avant. Il dit, je pense que c'est l'ambassadeur. Allons-y. La table est d'obliger, puisque par exemple Donald Trump a déclaré que des États-Unis en Israël, qui est intervenu auprès de plusieurs parlementaires. Puisque par exemple Donald Trump a déclaré que c'était le moment pour la Chine d'acheter du pétrole iranien. Mais c'est déjà ce que fait la Chine. Mais c'est une manière de dire, on autorise le commerce.
Donc, c'est l'ambassadeur, selon Thierry Messon, c'est l'ambassadeur américain qui serait intervenu. L'ambassadeur, je pense que c'est, comment il s'appelle, là? Le père de l'autre, là, de l'ancienne porte-parole, là. Je me rappelle plus de son nom. Si vous avez son nom, l'ambassadeur, là, c'est l'ambassadeur américain en Israël qui est intervenu auprès d'un ami d'Israël. Tu sais, les gens critiquaient à l'époque, là, c'est un ami d'Israël, Trump donne des pro-israéliens dans son administration. Ben oui, c'est parce que après ça, tu as une crédibilité, puis tu peux intervenir auprès des parlementaires israéliens pour sauver Netanyahou. Et là, c'est se demander qui contrôle qui, puisque Trump, et là, il a tweeté, je pense que c'était plus tôt ce matin, hier, ce qu'Israël fait subir à Bibi Netanyahou est terrible. Là, il vient, rappelez-vous du fait qu'il vient de mettre un terme aux ambitions de Netanyahou sur l'Iran, le 20 ans de le projet vieux de 2 décennies de renverser le régime iranien. Il vient de mettre un terme à ça, contre la volonté de Netanyahou et des faucons israéliens. Et là, il le sauve. Qui est tenu par qui? Qui est tenu par qui? Pourquoi Netanyahou a accepté d'arrêter les frappes? Tout le monde disait dans les commentaires que Netanyahou n'acceptera jamais d'arrêter les frappes. Netanyahou est un psychopathe, etc. Alexis, tu te trompes sur Netanyahou, etc. Quel pouvoir a Donald Trump pour faire cesser Netanyahou, pour faire cesser les ambitions de changement de régime de Netanyahou en Iran? Quel est son pouvoir? Eh bien, il est capable de... il y a toute la question du dossier Epstein qui ne sont pas encore, le dossier Epstein qui n'a pas été rendu public, qu'il peut utiliser comme moyen de pression. Et après ça, c'est ça. C'est ce qu'Israël a fait subir à Bibi, et là, il va avec un tweet, ce qu'Israël a fait subir à Bibi Netanyahou est terrible. C'est un héros de guerre. Ce premier ministre a accompli un travail remarquable avec les États-Unis pour éliminer la dangereuse menace nucléaire en Iran. Netanyahou a éliminé la menace nucléaire en Iran, alors que tout le monde sait qu'ils n'ont rien fait, les frappes n'ont rien fait, etc. Il y a plein de rapports de services de renseignement qui montrent qu'il ne s'est rien passé en Iran et que Trump a littéralement sauvé le régime. Et donc ici, c'est qui la marionnette de qui, là? Hein? Si Trump est capable de forcer Netanyahou à arrêter les frappes, dire à Netanyahou « they don't know the fuck what they're doing », comme il l'a fait, là, that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? You understand that? Qui est la bitch de qui ici? Hein, est-ce que si c'était Trump qui était contrôlé par Netanyahou, ils auraient continué leurs attaques ad vitam aeternam, ils étaient déjà sur une lancée, etc. Les frappes iraniennes ne faisaient pas grand-chose en Israël. Et là, ce que je... Il y a 2 choses que je veux dire, c'est que j'ai cru pendant un moment donné qu'Israël jouait le jeu avec l'Iran. Mais ce que je pense, quand j'avais montré la carcasse de missiles qui n'aurait jamais dû se retrouver en Israël et aussi les faux dommages que certains édifices avaient reçus, etc., que l'Iran frappait surtout des trucs résidentiels, etc., je pensais que c'était convenu entre les deux, mais je suis beaucoup moins sûr maintenant que ça a été convenu entre les deux. Je pense qu'Israël augmentait les dommages. Je pense que l'Iran a fait preuve de retenue dans sa réplique pour pas provoquer les Israéliens. Tu sais, genre, tu reçois une claque, là, tu te contrôles en faisant croire que certains de leurs généraux étaient morts alors qu'ils ne l'étaient pas. Tu prends une claque, tu te contrôles, tu répliques avec genre des trucs superficiels. Les Israéliens, de leur côté, avaient tout intérêt à essayer d'augmenter les dommages pour justifier encore plus de frappes contre l'Iran. On s'est fait frapper ici, regardez les missiles, etc. Mais au final, Netanyahou, le projet de changement de régime a été arrêté. Netanyahou n'a pas eu le choix. Trump appelle à la fin du procès pour corruption de Netanyahou et c'est probablement ça, tu sais, en échange, genre, Trump a probablement le bras très long en Israël. Et c'est une des façons qu'il a eu de garder Netanyahou en laisse. Et les gens n'étaient pas contents aux États-Unis. Hein. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas contents, incluant BHL. Chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours
Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Mais il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, Trump détient le dossier Epstein et est capable de faire tomber le gouvernement Netanyahou. Hein? C'est Trump qui sauve le gouvernement Netanyahou, qui lui apporte son soutien, etc., via l'intercession de américain en Israël. Alors, il y a quelque chose qui t'échappe, Bernard-Henri Lévy, c'est que Trump a dû des moyens de pression sur Netanyahou. C'est comme ça qu'il est capable de l'imposer. Normalement, ça ne se fait pas. Normalement, ce n'est pas possible d'imposer quelque chose à Israël. Israël fait toujours ce qu'il veut. Il n'écoute rien. Le droit international, blablabla. Cette fois-ci, il s'est fait imposer quelque chose contre sa volonté. Il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. Il n'a pas le droit de demander. C'est pas une question de droit imbécile, c'est une question de pouvoir. Qui a le pouvoir présentement d'imposer un cessez-le-feu? Trump a le pouvoir d'imposer un cessez-le-feu avec notamment, je l'ai dit, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, le dossier du 11 septembre où Israël est impliqué, ou, je veux dire, avec les documents Epstein, etc., et aussi dans la politique intérieure en Israël, en intervenant ou non auprès des parlementaires, etc., etc. C'est comme ça que voilà. Donc, et je parlais tout à l'heure de retenue de l'Iran. Je pense que c'est ça. C'était pas quelque chose nécessairement de convenu entre Israël et l'Iran, mais c'est plutôt l'Iran qui a fait preuve il y avait des énormités dans tout ça. Le fait qu'il n'y avait pas de dommages alors qu'Israël annonçait des gros dommages. Et ils avaient une raison de le faire pour justifier plus de frappes encore, mobiliser l'opinion, etc. Mais je pense pas que les dommages. Je pense que c'était pas convenu avec Israël. Je pense que l'Iran a simplement fait preuve de retenue dans sa réplique, n'a pas utilisé les armes qu'il aurait pu utiliser, n'a pas révélé sa position. C'est comme un sniper, là, tu ne révèles pas ta position, tu tires un petit peu, pac, 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 pour... et finalement... a joué de façon extrêmement subtile ce jeu-là contre Israël. Et là, il y a plusieurs, notamment de ces généraux, regardez ici, là, on annonçait la mort de plein de généraux et de scientifiques. These are the Iranian generals and scientists killed by Israel. Voici la liste des généraux et des scientifiques tués par Israël. BBC, qui étaient les commandants iraniens qui ont été tués par Israël? Or, les principaux commandants qui avaient été annoncés morts se retrouvent finalement vivants. Alors ici, on a Times of Jérusalem, le chef de la force Quds en Iran, tué par une frappe israélienne. Mais là, juste comme hier, le chef de la force Quds iranienne, Esmaël Kani, est toujours en vie et a été vu lors d'un rassemblement à Téhéran. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Et là, rappelez-vous ce que je vous ai dit, encore une fois, sur les Iraniens qui se préparent depuis 40 ans à ce genre d'opération, de frappe, de décapitation, etc. Pensez-vous que les Iraniens les commandants iraniens, etc., étaient à prendre le thé chez eux avec leurs pagettes, surtout pour se faire localiser et tout, et qu'Israël avait juste à tirer un missile de balistique d'Israël à 1300, 1400 km pour les frapper? C'est ce qui a été annoncé. Regardez ça ici. Dr. Eli David, lui, il fait souvent de la propagande pour Israël. Voici à quel point les renseignements et l'exécution d'Israël sont précis. Une attaque ciblée éliminant le chef de la garde révolutionnaire. Ça, c'est justement, je pense que c'est lui, ça. Kani, qui est finalement vivant, directement dans son appartement à près de 2000 km d'Israël. Ça, c'était la propagande. On disait qu'il était, malgré l'imminence de l'attaque, rappelez-vous ce que je disais là-dessus, il était chez lui à boire le thé avec sa famille et sa pagette pour être... Mais finalement, il est vivant. میخوام یه پیام بدی فقط یک پیام به اونهایی که ماشاءالله به جمعیتمون سلامت باشین انشالله پشت سر آقا همه باشن همه کارا درست میشه مسیر ادامه داره سردار حتما
Il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs autres comme ça. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Je ne veux pas toujours dire ça. Je ne veux pas toujours dire c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est à partir du moment où est-ce qu'on comprend un peu la logique militaire, où est-ce que la logique même, sans parler de logique militaire, alors que les Iraniens se préparent depuis 40 ans à ce genre de conflagration contre Israël, penser que alors que la frappe est imminente, que les généraux, les hauts dignitaires du régime vont être chez eux à attendre la frappe de missiles. C'est complètement farfelu. Les gens ont mordu à ça. Les gens mordent à des informations, tapent à l'œil sans jamais réfléchir. Donc, c'est le même truc avec ici le Sam Kani, qui est un autre, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, c'est parmi les plus hauts représentants du régime. Sam Kani, c'est le conseiller politique du guide suprême de la Révolution. Sam Kani, donc, il est réapparu à la télévision lui aussi après avoir survécu à une frappe israélienne. Il avait été annoncé mort. Sam Kani appears publicly for the first time since injury by Israel strike. Et il n'a pas l'air du tout blessé non plus. Donc, ils ont essayé de l'assassiner. Ça n'a pas fonctionné. Même chose ici avec le ministre de la Défense, Abdol Rahim Moussavi. On a annoncé sa mort, vous voyez, donc et ici, donc, Iran's Army Chief expressed serious doubt Israel will adhere to the ceasefire, mais il était toujours en vie finalement. Il y en a plusieurs comme ça. En tout cas, tout ça, c'est pour dire qu'il y en a plusieurs. Et donc, si Israël, ils ont été annoncés morts et finalement, ils étaient vivants. Et ça fait partie du jeu militaire, ça, évidemment, là, de dire « Ah, vous avez réussi votre frappe ». C'est comme quand le ministre des Affaires étrangères va à CNN dire, ou sur d'autres médias, dire « Oui, oui, les frappes américaines ont tout détruit. Oui, oui, vous avez tué tous nos généraux, etc. » Vous avez tout décapité le régime alors qu'ils sont encore vivants. Ça fait partie de l'art de la guerre, ça, tromper l'ennemi, etc. Les gens prennent toujours les nouvelles au premier degré, alors que faut utiliser la logique, comme je l'ai fait, en disant qu'ils ne seraient jamais restés chez eux, alors que l'attaque est imminente, ils seraient dans un bunker à 300 mètres sous terre, etc., etc. Et là, si l'Iran est capable de faire croire que des généraux sont morts alors qu'ils sont en fait vivants, que dire de Soleimani? Encore une fois, c'est exactement la même stratégie. C'est la même stratégie. C'est la même chose aussi avec Prigojine, qui avait une fausse chicane avec Poutine. On a expliqué tout ça. Fausse chicane avec Poutine. On a expliqué toutes les raisons pour lesquelles c'était une fausse chicane. Et finalement, on l'avait annoncé mort. Et puis finalement, voilà. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc, je modifie ma position. Initialement, je pensais que la frappe était convenue entre Israël et l'Iran, mais finalement, je pense maintenant que Israël a tenté le coup et a tenté d'amener les États-Unis en pensant faire pression sur Donald Trump avec les médias, avec tous les relais aux États-Unis, le Congrès et tout, pour une frappe conjointe. Ça peut être dévastateur, un bombardement aérien conjoint Israël-États-Unis, ça peut être vraiment dévastateur. Et Trump a fait semblant d'y aller. L'Iran a fait preuve de retenue dans sa riposte. Parce que si l'Iran avait frappé, avait tiré, par exemple, ce que je disais dans les webjournaux, s'il avait tiré, par exemple, 50 missiles hypersoniques sur des bases aériennes israéliennes, sur la Knesset, etc., il n'y aurait pas pu y avoir de paix possible. Vous comprenez? Si Israël avait subi des dommages cataclysmiques, là, comme l'Iran aurait pu en infliger avec ses missiles hypersoniques, il n'y aurait pas pu avoir de paix. Et donc, tirer des missiles sur des cibles, des quartiers en développement, ou je ne sais pas, des trucs qui ne font pas réellement mal à Israël, eh bien, c'est une façon de préserver la paix. Et donc, chapeau à l'Iran d'avoir fait preuve de retenue. Et finalement, c'est ce que je dis, le tacle du siècle. Quand je dis le tacle du siècle, c'est qu'Israël pensait que les États-Unis y allaient. Et finalement, c'est un tacle, c'est comme un croc en jambe. Trump fait un croc en jambe à Netanyahou, fait une frappe symbolique, annonce la paix immédiatement et tient Netanyahou par le collet en lui imposant la paix et en forçant Netanyahou à respecter les termes. Et là, qui tient qui, encore une fois? Donc, et tout ça, et là, malgré le fait que la tentative de changement de régime ait complètement échoué en Iran,
et que Netanyahou se soit fait imposer les termes d'un cessez-le-feu, on a quand même, j'ai parlé des réactions tout à l'heure, on a quand même un Mike Borowski qui est allé sur GPTV dire que Trump était contrôlé par l'AIPAC. Récemment, il y a 2 jours, il y a 2 jours ça. Hein, il y a 2 jours, il est allé sur dire que Trump était contrôlé par l'AIPAC, qu'il était tenu, etc. Et donc, on va décerner le prix Citron à Mike Borowski parce qu'il a fait une analyse sans aucun fondement politique, sans aucune réflexion de fond, juste du truc tape à l'œil, et ça a l'air qui ne convaincra personne, mais qui va juste conforter. La seule chose que ça peut faire, c'est de conforter ceux qui pensent déjà que Trump est contrôlé par l'AIPAC, alors qu'il pourrait être en droit de douter du contrôle de l'AIPAC maintenant, puisque Trump a fait faux bond, comme il l'a fait en 2019 aussi, là, à cette politique de changement de régime et tout ça. Les gens pourraient commencer à douter, mais lui, il fait juste essayer de cristalliser ça. Et je me questionne beaucoup sur les motivations de Mike Borowski lors de ce live, puisqu'il n'apporte aucun argument solide, c'est du tape à l'œil. Pierre Hilard, je le sais, sincère, je ne suis pas d'accord du tout avec ses idées, j'ai été dur avec lui, mais c'est ça. Mike Borowski, je ne sais pas, avec un truc. Alors au moment où Trump vient faire un croc en jambe à Netanyahou et d'imposer la paix et de mettre un terme aux ambitions de changement de régime dans la région, il vient dire que Trump est contrôlé par l'AIPAC. Et pour moi, ça, c'est tout de suite carton noir. C'est comme, Joe, tu es discrédité maintenant dans les analyses que tu fais. Degré 0 de l'analyse, j'ai fait 3 web journaux là-dessus. Regardez la réaction de Bernard-Henri Lévy. Les gens ne sont pas contents que Trump impose mais Borowski dit que Trump est contrôlé par l'AIPAC et l'État profond et que, tu sais, que ça tient de rien. Alors que si tu regardes l'ensemble de ce que Trump a fait, comment tu peux affirmer que Trump est contrôlé par l'État profond alors que Trump met fin aux guerres partout, il détruit l'Empire américain, le USAID, il réduit les effectifs de la CIA, il accorde la liberté d'expression, il empêche la monnaie digitale des banques centrales et donne un ascendant aux cryptos contre la volonté des banques. Je veux dire que RFK est en train de mettre les pharmaceutiques en boîte, que Trump dénonce l'ennemi intérieur en Europe. Rappelez-vous avec Mark Rubio qui dit que c'était de la tyrannie en Allemagne, que J.D. Vance qui disait aussi que lors de son intervention dans la conférence de Munich, l'Europe qui est ciblée, Trump qui republie du Jeffrey Sachs contre Netanyahou, Trump qui justement met fin aux ambitions de changement de régime, Trump qui dérégule complètement tout le projet vert de contrôle énergétique par l'électricité, les voitures électriques, etc., en libéralisant la production énergétique, Trump qui impose les tarifs, alors que c'est complètement contraire à toute la logique mondialiste de l'État profond, d'ouverture des frontières, d'un monde unique, d'un marché unique, etc. Il remet Comment est-ce que tu peux affirmer ça, Mike Borowski? Quelle nullité ça fait? J'ai même pas de mots. Pour moi, c'est... Et penser seulement genre au raid de anti-immigration du ICE, là, Customs Enforcement, c'est Immigration and Customs Enforcement aux États-Unis, la remigration et aussi le fait que tous les fake news attaquent Trump constamment, tout le temps, sur tous les sujets. Je veux dire, les fake news contrôlés en partie par l'État profond, on pourrait dire d'une certaine façon le lobby juif, l'AIPAC, etc. Comment tu peux affirmer une chose comme ça? Je veux dire, ça me fait vraiment questionner, sans aucun argument de fond, les motivations de Mike Borowski. Je suis désolé de faire une quenelle d'or, exactement. Tiens, Mike Borowski, une quenelle d'or. Sans aucun argument de fond. Portes-tu attention à ce qui se passe un peu depuis que Trump est arrivé au pouvoir? Hein? Alors que même BHL le critique. Je veux dire, vous avez vu, mais non, il est contrôlé par l'AIPAC et puis il fait le jeu de l'AIPAC. Et puis 2 jours après, la semaine de la fin du changement de régime et de la paix dans la région. OK, donc, je vais laisser là-dessus. On va terminer avec ça, finalement. Trump qui laisse aller, je parlais de décolonisation en introduction, là. Trump qui laisse aller, et là, il y a comme toutes les grosses têtes du mouvement MAGA aux États-Unis qui ils vont à fond de train contre Israël. On n'a jamais vu ça. J'ai pas d'image de Candace Owens ici. Je pense que vous connaissez tous sa position. Elle est très, 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 très dure sur Israël. Mais c'est pas juste Candace Owens. On parle aussi de personnalités élues comme Marjorie Taylor Greene, comme Matt Gaetz, l'ancien congressiste Matt Gaetz, des proches de Trump comme Steve Bannon, etc.
juste pour vous donner le ton qui change aux États-Unis, encore une fois, pour ceux qui disent que Trump est contrôlé par l'AIPAC, etc., là, je veux dire, Marjorie Taylor Greene est là, penser ce sont des proches de Trump, là. Matt Gaetz, une nomination de Trump pour Attorney General, ministre de la Justice, sont des proches de Trump. Marjorie Taylor Greene suggère un lien entre l'assassinat de JFK et son opposition au programme nucléaire iranien. Tu sais, JFK qui voulait faire des inspections de Dimona, etc., Israël qui ne voulait pas. On en a parlé de ça lors de la déclassification des documents sur l'assassinat de JFK. On parlait justement du nucléaire avec Israël. Dans ces documents-là, il y a des informations là-dessus. Une partisan du Parti républicain affirme que l'assassinat de JFK est lié à son opposition au programme atomique israélien. Marjorie Taylor Greene, qui est allée chez Tucker Carlson en plus de ça, parler de l'AIPAC, de quelle façon l'AIPAC contrôle le Congrès, les élus, etc. Et donc ça, maintenant, c'est dénoncé. Ce n'est plus passé sous le tapis et c'est présenté comme quelque chose d'inacceptable. Les Américains se rendent compte qu'un lobby étranger, qui n'est pas enregistré comme un lobby étranger, contrôle ses politiciens avec des donations, etc. Et donc, la phase de clarté, la phase de lumière est un préambule ce qu'on pourrait dire, j'ai appelé ça la décolonisation des États-Unis, des institutions. Ça a commencé avec, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, ce livre-là, The Israel Lobby and US Foreign Policy, de quelle façon la politique étrangère américaine était contrôlée par le lobby israélien. C'est un livre de cette sommité en relations internationales. John Mersheimer, je l'ai moi-même étudié au bac et à la maîtrise en relations internationales. Plusieurs des livres les plus importants en relations internationales ont été écrits par John Mersheimer. Il n'y a pas mâché ses mots dans The Israel Lobby. J'avais expliqué de quelle façon ça avait changé les mentalités au sein des forces armées américaines. Les gens avaient commencé à réaliser, prendre acte du fait que les États-Unis s'engageaient dans des guerres inutiles, absolument contre l'intérêt national des États-Unis, au profit d'Israël. Et ça a été notamment un des sujets qui a été abordé par Ted Cruz avec Tucker Carlson, quand je vous avais dit que c'est ça qui avait lancé la pierre de la décolonisation des mentalités. Là, Ted Cruz qui disait, en fait, Tucker Carlson qui a montré que Ted Cruz préférait les intérêts israéliens aux intérêts américains. Il n'y avait aucun intérêt américain à faire la guerre ici, à faire la guerre là, etc. Les seuls intérêts, c'est des intérêts en faveur d'Israël. Et ça avait été présenté par Tucker Carlson à ce moment-là. Il y a Matt Gaetz ici. J'essaie de vous montrer en 5-10 minutes, là, vous donner le ton aux États-Unis depuis, alors que Trump était sur le point de bombarder, etc., la rhétorique au sein du mouvement MAGA était dithyrambique et était contre l'implication des États-Unis. Et ça va être très difficile après ça, après ce qui s'est passé, de justifier d'autres interventions. Mais pas que ça. Ici, Matt Gaetz, l'ancien membre du Congrès, Matt Gaetz affirme que si le monde s'inquiète du programme secret d'armes nucléaires au Moyen-Orient, il devrait commencer par Israël, parce qu'Israël a un programme nucléaire illégal et secret. Donc, il dit on devrait commencer à regarder du côté d'Israël. Israël a un programme nucléaire secret et pourquoi Israël aurait le droit d'avoir une arme nucléaire et que les autres autour n'auraient pas le droit d'avoir une arme? Donc, il y a cette réflexion-là qui n'a jamais été faite par aucun parti, par aucun parti depuis toutes ces années, depuis des décennies, etc. Ça se prend place sous Trump et personne n'est recadré par Trump. J'ai déjà expliqué, Trump avait même retweeté les propos de Jeffrey Sachs contre Netanyahou. Ici, et là, c'est Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Steve Bannon nous dit qu'Israël n'est pas un ami. Et Steve Bannon disait même qu'Israël, s'il y avait un changement de régime dans la région, ça ne devrait pas être l'Iran, ça devrait être Israël. C'est en Israël qu'il devrait avoir un changement de régime parce que c'est Israël, c'est le gouvernement de Netanyahou qui est voté en guerre. Donc ça renforce la position. Quand tout le camp MAGA comme ça, et plein d'autres, là, quand tout le camp MAGA comme ça devient comme extrêmement sceptique face à Israël, ça renforce la position de Trump. Et quand Trump donne comme des petits bonbons à Netanyahou, etc., ça a l'air extrêmement généreux. Dans le genre, quand il écrit son tweet où est-ce qu'il dit « Netanyahou est un héros de guerre qui a détruit le nucléaire iranien », là, ça a l'air que Trump, malgré son camp, là, Trump est quand même pro-Israël, alors que... Donc ici, il dit...
Who the hell are you? Qui est-ce que tu es, toi, Netanyahou, pour dire aux États-Unis qu'est-ce qu'on devrait faire et où on devrait intervenir dans le monde militairement? Tu es un pays étranger, là. Tu ne peux pas nous dire comment utiliser nos forces armées, etc. Et il a même suggéré donc un changement de régime dans la région, en Israël. We shut down their regime change, which they wanted to go to. In fact, if there's regime change, right, we think every country ought to do it. Maybe in Jerusalem, they should start thinking about that. C'est à Jérusalem qu'il devrait avoir un changement de régime. Et donc, c'est comme dans le... Si Trump avait été réellement contrôlé par l'AIPAC, etc., jamais ces trucs-là auraient été tolérés. OK? Et jamais non plus il aurait pu imposer contre les volontés de BHL cesser le feu et une paix à Israël et la fin du changement de régime, de la politique de changement de régime en Iran. Voilà. Donc c'est ça, c'est essentiellement ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Je fais souvent ces web journaux-là où est-ce que je montre, en fait, j'essaie je m'insurge un peu devant ceux qui continuent à affirmer contre toute, en roue libre, comme disent les Français, hein, sans prendre compte des faits de la politique réelle, pas juste des déclarations ou d'une nomination, etc. Ceux qui continuent à affirmer que Trump est contrôlé par l'Israël, alors que toutes les indications montrent que c'est le contraire, c'est que c'est Netanyahou qui est tenu par les couilles et on force Netanyahou à faire la volonté de Donald Trump. OK? Tout ça en conjointement avec une politique de décolonisation des États-Unis, hein, parce que le mouvement, je l'ai expliqué, le mouvement America First, l'idée même de ce que Trump a annoncé quand il est arrivé en 2015 et il a dit America First, qui a sauté de sa chaise? C'est l'AIPAC. C'est l'AIPAC qui ne voulait pas entendre que les intérêts des États-Unis priment maintenant sur tout le reste, sur même les intérêts d'Israël. C'est ça la politique de America First et qu'on ramène les troupes à la maison. Et donc, il y a le travail à l'intérieur du Parti républicain qui est très, très, très pro-Israël. Hein. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du Parti républicain, mais il faut commencer le travail de décolonisation des esprits avant d'arriver à une réelle politique d'America First. Je veux dire, il faut travailler au niveau de la culture politique avant d'arriver avec des actions concrètes. Vous comprenez? C'est ça. La politique est toujours en aval de la culture. La culture est en amont. La culture, et ça c'est Andrew Breitbart qui disait ça, la culture est en amont de la politique. La politique n'est que la conséquence de transformation dans la culture et de transformation dans les pensées, dans les façons de penser. Ça se concrétise dans de la politique. Et donc, si tu veux arriver à réellement mettre en place la politique de America First, tu dois changer les mentalités. C'est ce qui se passe, c'est ce que Trump laisse faire à l'intérieur du Parti républicain. Cette espèce de découplement, de décolonisation de la pensée qui a commencé, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, avec ce livre-là de John Mearsheimer, Le lobby israélien. Et ça n'a pas plu du tout hein, aux commentateurs judéo-américains, israélo-américains, on pourrait dire. It's a bribe. Mark Levin, Laura Loomer, Ben Shapiro, qui critiquaient Donald Trump pour avoir accepté l'avion, je pense, du Qatar ou des Émirats arabes unis, etc. Donc, tu sais, c'est des gens qui sont magas, mais qui sont toujours prêts à faire de la politique pour mal faire paraître Donald Trump. Si Trump n'est pas en ligne avec la politique israélienne, ça avait l'air, ça, c'était cette histoire d'avion-là. C'était à l'époque où Trump contournait Israël. Rappelez-vous, il y a à peu près un mois, il avait fait sa tournée au Moyen-Orient, il y avait cette espèce de rupture avec Netanyahou, etc. Et là, tu avais tous les influenceurs binationaux qui ajoutaient leur petit grain de sel pour critiquer Donald Trump. Un peu comme Mike Borowski fait présentement avec... Un peu comme Mike Borowski fait présentement, c'est-à-dire de la propagande, on dirait. OK? Voilà, donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça donne une espèce de vision d'ensemble. De toute façon, on se dirige vers la paix. Comme je l'ai expliqué dans le clip de 2019, Trump
avec la paix en Afrique, la paix au Pakistan et l'Inde. Il va y avoir une paix. Là, il veut négocier, je l'ai montré, là, il veut négocier cette semaine ou la semaine prochaine un cessez-le-feu à Gaza, etc. C'est son logiciel, la paix. C'était pas le logiciel de Netanyahou, c'est le logiciel de Donald Trump. Et finalement, on y arrive parce que c'est qui tient qui? C'est Trump qui tient Netanyahou, c'est pas Netanyahou qui tient Trump. Voilà. OK? Voilà, alors c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? They don't know the fuck what they're doing. En tout cas, voilà. Alors donc, on va remercier ceux qui ont fait j'aurais dû le faire en début de Web Journal, ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous appuient, et c'est important de le faire. Les Web Journaux sont gratuits, mais Radio-Québec ne peut pas se passer de votre soutien et de vos partages. Il faut remercier tous ceux qui nous ont partagé, tous ceux qui nous ont dit « Ouais, Alexis a peut-être raison cette fois-ci. » Encore une fois, sur l'Iran, là, des fois, quand on a des analyses osées, ça prend du courage pour dire « Ouais, c'est pas si mal ce qu'il a dit. » Et puis, donc, les partages sont importants pour les web journaux sur l'Iran. On fait 300 000 vues seulement sur Twitter chacun. Là, ça fait au-delà de 400 000 sur toutes les plateformes, 450 000 sur toutes les plateformes confondues. Donc, merci au partage. Merci à ceux qui nous permettent financièrement de le faire. Encore une fois, je pense qu'on a une analyse qui n'existe nulle part ailleurs et qui irrigue le web. J'ai comme... Je veux pas être... J'aimerais penser que Youssef Indy a écouté mon web journal et puis qu'il a changé sa position et puis qu'il a dit qu'il allait nous expliquer comment Trump faisait des pièces de théâtre. Je dis ça amicalement, là. Je lui serrai la main, je lui paierai une bière la prochaine fois. Donc, mais ça, c'est ça. Donc, merci à ceux qui nous permettent de le faire. Ça irrigue le web. Vous savez comment vous pouvez nous aider. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L, 4Y5, par virement Interac. On laisse les informations sur la page, en dessous, dans les commentaires, en dessous du web journal. Par carte de crédit, il y a différentes façons de le faire aussi. Bitcoin, PayPal, etc., etc. On veut remercier, on a oublié de remercier Claude Deroy qui nous a aidé, notre ami Claude Deroy de longue date, qui est toujours de toutes nos batailles. Il était avec nous contre les Antifa, etc. Pas Claude Leroy, là, du football. Non, pas Claude Leroy. Claude Deroy. Je m'excuse, Claude, hein, c'est la seule photo que j'ai trouvée sur ton Facebook. Notre ami Claude Deroy qui nous a aidé à déménager, je ne l'avais pas mentionné, je ne l'avais pas remercié. Là, il m'a dit, là, ça faisait une couple de fois que je déménage, il m'a dit, la prochaine fois, je ne t'aide pas. Ben, lui, il ne m'a pas dit ça, il m'a dit, on va faire un deal, on va faire une entente, tu déménages aux 2 ans. Là. Pas toutes les années. C'est compliqué, c'est l'horreur, c'est l'horreur, un déménagement. C'est comme, il y a l'enfer de Dante. Il y a une coche en haut, il y a comme le déménagement. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, quelqu'un dit mon analyse est inexistante aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez juste l'analyse presque. Quoique, hein, il y a certains des comptes qui, sur une ligne un peu Q, qui disent genre, ouais, qui ont parlé de théâtre, Trump fait... J'ai vu ça passer, mais c'est pas une analyse de fond comme qui date de 2019 comme nous, avec référence, etc. Mais les gens commencent à comprendre que c'est du théâtre, que Trump fait, je veux dire, l'art de la fausse chicane, etc. Ça commence à rentrer, etc. Mais ce qu'on voit la plupart du temps aux États-Unis, c'est le camp MAGA qui est comme « Ouais, Trump a frappé l'Iran. » Imaginez si j'étais sur cette ligne-là. Imaginez si j'étais genre un vulgaire propagandiste pro-Trump. Les gens disent « Alexis, Trump, c'est ton idole, etc. » Je montre à chaque... même des fois, quand il dit par exemple, nous sommes sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, quand Biden était là en 2024, durant la campagne, il disait « À cause de Biden, on est sur le point de la Troisième Guerre mondiale. » Je disais « Ben non, petit coquin Donald Trump, tu sais très bien qu'on n'est pas sur la Troisième Guerre mondiale. » Donc, oui, c'est vrai que j'appuie Trump parce que j'appuie la paix, mais je ne suis pas sur un logiciel de propagande trumpiste. Hein, on va au-delà de ce que Trump dit, puis on montre les coulisses de ce que Trump dit. Alors, j'aurais pu être MAGA, puis dire, être Team USA, ou j'aurais pu être aussi, anti-Trump, etc., contrôlé par l'AIPAC, sur la base de rien. Mais non, on a une position mitoyenne, ça fait chier les gens. Et c'est pour ça, et on a du succès, et c'est pour ça qu'on est attaqué.
Et là, je voulais juste revenir, c'est ça, avant de vous quitter, là, j'ai vu plein d'attaques. Les bots sont de retour, les trolls sont de retour pour essayer de me discréditer. Notamment, on a fait rouler ce clip-là. On a fait rouler aussi un des clips où est-ce que je parle de la communauté LGBTQ. Je vous avais montré, c'est les Vox Pop là, que je vous avais montré. Puis là, on dit, ouais, Alexis défend les homosexuels, est-ce qu'Alexis est réellement de droite? Puis là, c'est un montage. Ils ont mis comme des arcs-en-ciel partout autour de moi. Ben oui, okay, ben à la rigueur, au pire, là, tu montres que je ne suis pas homophobe. Mais on fait aussi circuler ce clip-là ici du 30 janvier 2022, tiré de « On ne lâche rien », où est-ce que je dis exactement... je dis qu'il n'y aura pas de guerre. Je vous montre le clip. Là. Je vous dis qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Et là, merde, encore Alexis s'est trompé. Merde. Où est-ce que j'ai mis le clip? Je vais vous le trouver, là, ici. Mon analyse métapolitique de la situation, le système international a été verrouillé par Trump avant de quitter, avant de céder la place temporairement à Joe Biden. Et donc, j'en conclus qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. OK? Alors, et là, il sort ça à toutes les sources en disant « Alexis est un affabulateur, Alexis est un menteur, Alexis dit une chose et son contraire, etc. » Bien, j'invite les gens qui partagent cette vidéo-là à aller voir le web journal duquel le clip est tiré, « On ne lâche rien ». Et dans tout le web journal, je parle de l'implication de Donald Trump, je veux dire, l'implication militaire des États-Unis en Ukraine. Je dis il n'y aura pas de clash. Les gens disaient, à l'époque, c'était que... On s'en allait vers la Troisième Guerre mondiale et j'étais encore sur le logiciel. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis n'interviendront pas. Il n'y aura pas de guerre en Ukraine, etc., etc. Mais alors que j'explique ça durant... L'OTAN n'interviendra pas. Bon, il y a peut-être une aide indirecte, mais l'OTAN n'interviendra pas. Je dis ça dans le web journal. L'OTAN n'interviendra pas. Trump a verrouillé le système international. Ils vont prendre, alors que c'est une analyse sur des 10-15 minutes, je le répète même à 2 reprises dans le web journal, je l'ai réécouté. Ils vont chercher le petit 10 secondes pour mal me faire paraître. Et je disais exactement la même chose dans un autre clip que je vous ai montré la semaine dernière. Les frappes en Syrie. Et là, je disais, tout le monde dit que c'est la Troisième Guerre mondiale. Je vous ai montré le clip. Là, tout le monde m'a dit, Alexis, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Je dis, non, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas de guerre en Syrie. Quand je dis il n'y aura pas de guerre en Syrie là, en 2018, il y a déjà une guerre en Syrie. Il y a déjà des centaines de milliers de morts. Je dis il n'y aura pas de guerre en Syrie parce que je dis les États-Unis n'interviendront pas, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, etc. C'est ce que j'explique. C'est toujours le logiciel de Radio-Québec. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas de guerre en Syrie, on ne s'en va pas vers la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis n'interviendront pas pour renverser le gouvernement Assad. C'était ça le but. Là. Les États-Unis avaient tiré des tomahawks. Je dis non. Il n'y aura pas de guerre en Syrie, c'est symbolique, etc. Et c'est la même chose avec ça. Il n'y aura pas de guerre en Ukraine, les États-Unis n'interviendront pas, etc. Le système international est verrouillé par Trump, l'OTAN a été verrouillé, etc. Mais on utilise ça, un clip de 10 secondes pour montrer que j'ai tort, etc. Et honte à vous, ceux qui partagez ça, vous êtes des sous-merdes. OK? Voilà. Vous êtes exactement comme les médias qui prennent des clips de 10 secondes, exactement comme Brigitte Noël. Vous prenez des petits... Il y en a plein des trucs comme ça. Il y en a plein. Des gens qui font juste ça à longueur de journée, des clips sur Alexis, là, où est-ce qu'ils prennent un petit 5 secondes ici, un petit 3 secondes là, puis un petit 10 secondes là, puis ils font un montage pour mal me faire paraître. Mais ça fait partie de la game, là. Juste fuck off. Fuck off. Voilà. Oui, on est rendu bientôt à 90 000 abonnés sur X. Et donc, abonnez-vous à notre compte X. Et rappelez-vous, quand j'avais atteint 10 000 abonnés, en 2018, j'avais dit à 10 000 abonnés, je mets le casque de Spartiate, là. Tu sais, le casque que vous voyez ici, là. Voilà. Et je l'avais mis quand j'avais atteint 10 000 abonnés. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire... Quand j'atteindrai 100 000 abonnés, je mettrai le casque de Spartiate. Et qui sait, je le ferai peut-être en chest, là, hein, torse nu. Non, c'est une blague. Mais voilà, donc, merci. Voilà, c'était le Web Journal de Radio-Québec. L'Iran a fait preuve de retenue, a très bien joué. Il aurait pu avoir un effet d'entraînement.
J'ai souvent parlé de... J'aurais presque d'autres choses à dire. Là. J'ai souvent parlé de cet effet d'entraînement. Tu sais que j'avais parlé de JFK qui avait lu le livre Guns of August. Est-ce que vous vous rappelez de ça? The Guns of August. Vous vous rappelez de toutes les fois où est-ce que j'ai parlé de ce livre-là? J'avais parlé de JFK qui, avec la crise des missiles de Cuba, lui avait lu le livre de Guns of August, de quelle façon la guerre, par un enchaînement de surenchères, etc., et d'alliances était devenue, la Première Guerre mondiale était devenue inévitable. Et JFK avait justement, lors de la crise des missiles de Cuba, essayé de diffuser ça, l'inévitabilité de la guerre avec l'escalade, etc. Et j'avais montré des clips de McNamara, lors du blocus, qui disait « This is language ». Et là, ce qui s'est passé avec l'Iran, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Israël a frappé, et l'Iran leur a laissé essentiellement le contrôle du ciel, a fait semblant que certains de ses généraux les plus imminents avaient été tués. Il y a peut-être eu des morts, mais il y a eu clairement là, du subterfuge ici, et a évité de répondre par la surenchère. Rappelez-vous ce que je vous avais dit lors du dernier webjournal. Je vous ai dit, en relations internationales, que fait un pays, un régime lorsqu'il est attaqué? Il prépare son anti-aérien, il met en sécurité les VIP du régime et prépare une réponse proportionnelle ou supérieure. Eh bien, ce que l'Iran a fait, c'est qu'il a évité l'escalade, il a évité la surenchère, probablement sur les conseils de Donald Trump en disant « Ne vous en faites pas, la frappe va être symbolique, nous n'entrerons pas en guerre, retenez-vous le temps, donnez à Netanyahou ces 12 jours là, de son comme disait dans, c'est dans Shakespeare, là, Pound of Flesh, là. Prenez, mais ne répliquez pas dans une surenchère qui rendrait le conflit, qui ferait, comment je pourrais dire, le conflit, l'escalade inévitable. Évitez la surenchère. Hein? Et c'est ce que l'Iran a fait. Selon moi, c'est ce que l'Iran a fait. Il a évité la surenchère en ayant une réponse extrêmement mesurée, en donnant à Israël l'impression qu'il avait tué tous ses généraux et ses scientifiques, etc. Il a donné sa livre de chair à Netanyahou. Et puis après ça, quand Israël a eu ce qu'il voulait, etc., puis sa tentative, puis Trump est arrivé, puis a mis un terme à ça, le nucléaire a été détruit, Netanyahou a été contraint de signer la paix, et contrairement à ce que voulait BHL, contrairement à ce que voulait Netanyahou, le cessez-le-feu a été imposé. Voilà. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On aurait pu juste faire un web journal de 2 minutes avec juste cette phrase-là. C'est juste ce segment-là. Les gens disent que c'est trop long. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. Ciao! Partagez-nous sur Twitter et tout ça. Là.